Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin. J'espère que vous avez bien profité de la soirée hier soir. Et en tout cas, le plaisir de ce matin, c'est d'avoir le soleil et d'avoir aussi des sourires parmi nous. Donc merci beaucoup d'être disponible ce matin. Je m'appelle Grégoire Toussaint, je suis directeur au sein du cabinet de conseil Edgardon et compagnie. On a un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans les moyens de paiement. Il y a deux choses qui nous caractérisent. On travaille à l'international, on travaille dans 35-45 pays dans le monde chaque année. Et l'autre aspect, c'est qu'on travaille pour l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, que ce soit des banques centrales, des prestataires dans les paiements, des banques et bien sûr des marchands. Je vais partager aussi quelque chose à propos de moi, personnel, c'est toujours sympa d'apprendre à se connaître. Ce que j'aime bien faire dans mon temps libre, c'est de cuisiner des gâteaux avec mes deux filles et aussi jouer du saxophone. Bon, je suis débutant, donc, mais par contre, je fais pas les deux parce qu'autrement, c'est un petit peu compliqué d'arriver à faire de la musique et de bien modérer le flow culinaire. On a beaucoup de chance ce matin parce qu'on a deux intervenants avec une très forte expertise paiement et on va pouvoir partager des sujets en termes d'organisation interne, gouvernance et autres. Mais je vais vous laisser vous présenter et puis peut-être partager aussi quelque chose à propos de vous-même. Ça, c'est un peu la surprise, si vous ne savez pas. En plus, c'est le matin pour le dernier jour du salon. Cécile, je te laisse commencer. Donc, Cécile Leclerc, donc je suis responsable de la stratégie paiement au sein d'Orange France. Donc, on parlera ensuite de l'organisation, bien évidemment. Pour la petite note perso, j'ai une mobilette de 1961, une V88, et je fais quelques courses de mobilette. Voilà. Merci Cécile. Vincent. Bonjour à tous, donc Vincent Vibonne au sein de Kering, je suis responsable donc paiement de groupe manager, responsable de la stratégie des paiements pour l'ensemble des maisons du groupe. Donc Kering, ça représente, enfin c'est un groupe de luxe qui a Saint-Laurent, Balenciaga, Ginori, Bottega Veneta comme maison, et principalement je suis responsable de la zone APAC et AMER. Pour le petit fun fact. Donc, le siège de Kering est basé à Paris, à l'hôpital Leineck. Et mon grand-père était directeur de service à l'hôpital avant. Voilà. Ah, comme ça, on en apprend, parce que je connaissais Vincent, mais je ne connaissais pas ça. Et on devait normalement avoir Stéphane Rousseau parmi nous. Malheureusement, il est malade. Il n'a pas pu venir au salon. Donc, on pense fort à lui. On espère qu'il va bientôt se remettre sur pied. Et merci, Vincent, de participer à cet atelier. Donc, je vous propose de structurer notre discussion ce matin en 3 étapes. On va parler en premier de la manière de structurer les paiements au sein des entreprises, équipes paiement et autres. Ensuite, on va pas parler et se pencher sur le sujet de la gouvernance au sein des paiements, au sein du sujet des entreprises, processus de décision également. Et puis après, on va parler un petit peu des priorités paiement. On est entre nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est toujours mieux quand c'est interactif. Alors, commençons par la première partie. Quelle est la bonne manière un peu de structurer le paiement au sein d'une entreprise? Est-ce que c'est un paiement manager, une équipe paiement, rattachée à quel département? Au sein d'Edgardon, on a rédigé un livre blanc il y a quelques années avec une enquête auprès de plusieurs commerçants, environ une centaine, et on leur a posé des questions, comment est-ce que vous êtes structuré? Et il y avait une très forte corrélation entre plus une entreprise est structurée avec un payment manager, une équipe paiement, plus il y a des résultats positifs d'un point de vue paiement. 80% des commerçants disaient qu'il y a un impact quantifiable sur leurs revenus grâce au paiement, parce qu'on peut aller un petit peu plus dans le détail, que ce soit le taux de conversion, la fraude ou autre. Alors, commençons par l'organisation interne. Cécile, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous partager au sein d'Orange France, comment est-ce que vous êtes structuré en termes de filiales, aussi les pays que vous couvrez? Orange est bien sûr à l'international. Je vais me concentrer sur la zone Europe, tout particulièrement liée au paiement. Donc, Orange est présent, par exemple, en Espagne, en France, bien évidemment, au Luxembourg, en Belgique, en Moldavie, en Roumanie. Donc, on a une organisation qui est décentralisée de manière opérationnelle. C'est-à-dire que chaque pays d'Europe est totalement indépendant quant à la manière de gérer ses paiements. Par contre, la direction financière et trésorerie, qui gère les relations avec les banques, elle est au niveau groupe. Donc voilà un peu au niveau de l'organisation.
Donc une organisation multi-pays, multi-filiales, et donc une complexité inhérente assez importante. Exactement. Ouais. Et Vincent, je me tourne maintenant vers toi. Au sein de Kering, un peu, quels sont justement, tu as commencé à parler des filiales. Comment est-ce que vous êtes, quel pays vous structurez, comment vous êtes organisé? Alors, au sein du groupe, nous, on a la chance d'être à la fois, d'avoir une structure qui combine à la fois une centralisation et une décentralisation. En fait, on a des maisons qui sont assez autonomes, mais on essaye de maintenir une gouvernance avec une synergie au niveau du groupe sur la gestion, effectivement, des prestataires et des prestataires de paiement, mais aussi les banques. En gros, les maisons sont clients de Kering, et donc on essaye de leur apporter notre expertise et de leur proposer la meilleure solution. Après, par la suite, c'est un peu elles qui décident, entre guillemets, d'utiliser ou pas le service que nous, on estime intéressant pour elles vis-à-vis de leurs problématiques. Concrètement, on opère à l'échelle mondiale dans 53 pays pour le retail, 49 pour le e-commerce. Et par rapport à ça, en fait, on essaye d'avoir une coordination assez étroite à la fois avec les maisons, à la fois avec l'équipe Kering Technologies qui est au support des maisons pour la mise en place de certains services. Parfois, on a des équipes tech qui sont aussi au sein des maisons. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir un écosystème pour pouvoir partager et trouver la meilleure solution derrière. Donc d'une certaine manière, une équipe un peu en centrale qui force de proposition pour les différentes maisons, et après les maisons peuvent avoir un certain degré d'indépendance ou pas en fonction de leurs priorités. Oui, totalement. Donc, ce qui rend un peu une difficulté inhérente à essayer d'avoir quelque chose d'homogène ou le plus possible d'une certaine manière, j'imagine. Exactement, ouais. En fait, l'idée, c'est qu'on a, par exemple, si je prends juste un cas d'exemple comme la gift card, effectivement, toutes les maisons seraient intéressées pour avoir la gift card, une gift card omnicanal, mais elles n'ont pas forcément la même solution de paiement entre le e-commerce et le in-store. Donc nous, on va définir un peu une gouvernance, un corps modèle, et après, c'est à elles de s'adapter et de voir si ça rentre ou pas. Enfin, voilà, nous, on essaye de répondre au maximum à leurs besoins avec leur challenge. Mais derrière, si elles veulent l'utiliser que sur un pays ou sur plusieurs, c'est chez elles que la décision est prise. D'accord, merci. Alors penchons-nous maintenant sur la partie un peu structure, paiement. Cécile, si on commence par toi, est-ce que vous avez un payment manager, une équipe paiement? Comment et dans quel département aussi se situent les équipes paiement? Comment ça se structure au sein d'Orange France? Donc, ce que je disais, c'est même si c'est décentralisé, il y a de l'autonomie de chaque pays en Europe. Par contre, au niveau de Orange France, il y a une direction expérience paiement qui est rattachée à la direction expérience client. Et au sein de cette direction, donc finalement, c'est là où on unifie le paiement au sein d'Orange France, puisque on a en redevabilité l'ensemble des canaux de vente. Donc bien évidemment le e-commerce, les boutiques physiques, le serveur vocal interactif, le service client et même le porte-à-porte. Ensuite, on a aussi en redevabilité tout ce qui est paiement des factures d'abonnement. Vous imaginez bien que les volumes sont très importants. On émet 1 million de factures par jour. Donc voilà, sur la facture d'abonnement, il y a également les paiements ponctuels comme l'achat d'équipements, de mobiles ou d'accessoires. Et pour l'ensemble des univers d'Orange France, que ce soit, on appelle ça en interne Home pour l'Internet ou la partie forfait mobile. Donc voilà, il y a toutes les redevabilités et après il y a les segments de marché au sein d'Orange France et on a la principale redevabilité, c'est côté grand public, c'est là où il y a beaucoup plus de volume, et on porte une partie des redevabilités côté également pro PME. Oui, donc d'une certaine manière, en fonction des différents segments de clientèle, les différents cas d'usage, les différentes filiales, ça fait une communauté à animer. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Donc, juste pour revenir au niveau des postes, il y a autant des responsables de parcours que des chefs de projet, que des équipes CA et Cash qui gèrent et qui suivent les encaissements, et il y a aussi des équipes data. Donc voilà, toute la pluralité de métiers au sein de la direction expérience paiement. Merci. Et la direction expérience client, c'est relativement récent
Cécile, non? Ou ça fait un moment? Oui. Oui. Effectivement, la direction expérience client a été créée en juillet de l'année dernière pour être juste en dessous de Orange France. Voilà, donc c'est vraiment nouveau, au même niveau que la direction grand public. Pour vous situer, d'où l'importance de l'expérience client et bien évidemment l'évolution de l'expérience client sur le paiement est, on va dire, impactante et récente et de plus en plus rapide. Donc voilà, ça a tout son sens d'être dans la direction expérience client. Et ça montre bien aussi l'importance qu'on accorde au paiement dans l'expérience client, et c'est ça qui est important également. Vincent, au sein de Kering, comment est-ce que vous êtes structuré? Toi, tu fais partie un peu d'une équipe paiement en centrale. Est-ce que tu peux nous en dire plus également? Oui, alors nous, en fait, on a le département paiement, il est assez récent au sein de Kering, il a 4 ans. Moi, j'ai rejoint Kering avec 2 ans et demi. Et ça a été impulsé par la CFO du groupe, en fait, qui a voulu mettre une équipe paiement au sein du nouveau pôle, en fait, de la direction financière. Afin de pouvoir, en fait... Alors nous, on part de la direction financière, parce qu'il y a un aspect coût quand même sur chacune des transactions, et donc ça a aussi un impact sur la marge de nos produits, et dans le luxe, la marge produit est assez regardée. Et on intervient du coup sur tous les canaux de vente, donc effectivement le call center, le e-commerce, l'omnicanalité, le distance sales, le retail. On est une petite équipe parce qu'on n'est que 3 répartis, donc on a Claire qui a IMIA, moi j'ai APAC, Amer et Stéphane qui pilote le département. Et en gros, la gestion des paiements in-store est vraiment centralisée par Kering. Donc c'est Kering qui apporte les services aux maisons. Petit exemple, c'est qu'on a même notre outil de service et de ticketing pour tous les magasins. Dès qu'elles ont un problème, elles peuvent ouvrir un ticket. Et c'est Kering en centrale en fait, qui pilote cette partie-là. À la différence du e-commerce chez Gucci qui est complètement décentralisé, donc qui sont autonomes dans la mise en place de leurs solutions. Nous, on est plus là en tant que rôle de conseil. Et pour les autres maisons, on a une plateforme multimarque sur laquelle c'est Kering Digital qui apporte le service aux maisons. Donc voilà, on a encore un peu une segmentation entre un historique, parce que on a beaucoup d'histoires dans le monde, on sait beaucoup de pays, et il n'y avait pas de direction des paiements. Voilà, c'est très récent. Mais ce que je trouve intéressant par rapport à ce que vous partagez tous les deux, c'est qu'en fait, nous on travaille aussi avec d'autres commerçants, c'est une tendance sur les 5-10 dernières années où, si on prend il y a 10-15 ans, il n'y a pas forcément de pay manager, sauf dans les très grands groupes, et de plus en plus on commence à structurer les paiements parce qu'il y a une importance stratégique. Le fait que l'expérience, la partie paiement soit au sein de la direction expérience client pour chez Orange, qui est une équipe paiement au sein de Kering qui prend un peu de plus en plus, essaie d'apporter une cohérence au sein du groupe, au sein des maisons, tout en apportant bien sûr laisser de la flexibilité. Ça, je pense que ça reflète bien un peu les tendances actuelles et la prise de conscience que les paiements sont stratégiques parce que ça peut permettre de vendre plus, de vendre mieux. On peut optimiser les coûts d'un côté et augmenter les revenus. Alors si on reste sur le sujet organisation interne, ce que j'aime bien de temps en temps, c'est prendre un peu de recul et se dire si vous deviez évaluer un peu votre organisation interne, quelle évaluation feriez-vous? Est-ce que vous avez des conseils, des meilleures pratiques, sachant que bien sûr chaque entreprise est différente d'un point de vue historique ou autre, et donc du coup qu'est-ce que vous partageriez? Vincent, si on commence avec toi. Alors tout d'abord, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de rattachement unique idéal entre la finance, le digital, le marketing, le business, l'expérience client. Je pense que c'est vraiment par rapport aux enjeux et aux spécialités de l'entreprise et le contexte économique, macroéconomique de là où elle se trouve. Nous, chez Kering, on a fait le choix a été fait au niveau de la finance, mais je pense que ça peut, pour d'autres sociétés, ça pourrait être directement à l'expérience client ou au digital ou à la tech. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Moi, je pense que ce qui est vachement important et ce qu'on essaye de mettre en place de plus en plus, c'est vraiment une communication transverse avec toutes les différentes parties, tous les différents départements. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de pouvoir partager, présenter ce qu'est le paiement, parce que c'est parfois un peu une bulle noire, un peu une boîte noire. Les gens, oui, ok, c'est le paiement, mais il y a quoi derrière? Donc on partage avec différentes équipes, que ce soit la compliance, le légal, la sécurité, l'IT, le digital. Et du coup, de notre côté, c'est plutôt de créer une communauté, à la fois au travers de Kering, du groupe, des différents départements qui sont au service des maisons, mais aussi avec les maisons, avec les CFO des maisons, avec le digital, le retail des maisons, pour que en fait, tout le monde
à la fois au sein des maisons et au sein du groupe, aient une connaissance et puissent avoir une expertise et puissent partager aussi, je vais pas dire, la vision qu'on essaye de mettre en place. Voilà, on est plus là-dessus sur une création de communauté. Donc, il y a beaucoup de coordination en interne au sein de Kering, mais aussi avec les maisons, parce que d'une certaine manière, si je comprends bien, si vous impulsez quelque chose au sein de Kering, derrière, après, il faut que ça redescende aussi au site des maisons, et donc il faut les convaincre, parce qu'il y a un peu une relation client-partenaire avec des solutions que vous pouvez proposer. Complètement, les maisons sont nos clients, et donc on se doit d'avoir une excellence au service qu'on leur apporte, et si jamais ça ne fonctionne pas, c'est elles qui remontent les problèmes. Ce qui peut toujours être un peu un challenge, parce qu'avec la diversité des maisons qu'il y a au sein du groupe, c'est autant chaque maison peut être un peu différente, et du coup ça porte son lot de interesting aspects, comme diraient les Anglais. Cécile, si tu portes un peu un regard sur ton organisation, qu'est-ce que tu partagerais sur l'évaluation de ton organisation interne, même si en plus c'est en cours. Elle est parfaite. Non, je rigole. Non, mais c'est totalement sain, finalement, de réévaluer son organisation interne. En l'occurrence, j'aime à dire qu'au niveau de l'évolution des usages sur le paiement, au vu de cette accélération claire et nette, je tiens quand même à rappeler que pour devenir le moyen de paiement préféré des Français, c'était 100 ans, la carte bancaire, ça a été 50 ans, et donc on voit cette accélération, l'évolution des usages, de l'appropriation. Je tiens quand même à dire que moi, il y a 15 ans, dans le secteur bancaire, on était en attente. On essayait d'impulser des changements, d'impulser des évolutions des usages des clients, et on attendait, on essayait, et on n'arrivait pas à le provoquer. Là, finalement, ça arrive tout seul, ça évolue rapidement. Donc, il y a cet aspect-là à prendre en compte, et c'est d'où le fait que ce soit dans l'expérience client. Il y a aussi l'aspect en termes organisationnels du fait que le paiement est omnipotent. Je rappelle qu'une entreprise commerciale comme Orange, on fournit un service et on attend un paiement. Donc finalement, le côté transaction est à, j'allais dire, toutes les étapes de la relation avec le client. Ce qui fait qu'on est sur l'ensemble de la vie du client, mais en plus, on impacte l'ensemble des métiers de l'entreprise. Aller discuter des enjeux du paiement avec quelqu'un qui a la tête dans le guidon au niveau des systèmes d'information, ou quelqu'un qui ne regarde que les chiffres, c'est difficile de dialoguer et d'échanger. Donc je suis tout à fait d'accord avec Vincent sur le fait de communauté. Il faut acculturer, il faut vulgariser, il faut expliquer. En l'occurrence, personnellement, j'ai un profil marketing, donc ça m'aide finalement à faire passer des messages dans différentes langues pour donner la direction. Et toute cette énergie qu'il faut apporter justement dans l'entreprise pour aller vers le même objectif pour l'ensemble d'une structure et d'une organisation. Merci Cécile. Je pense qu'il y a deux sujets que je retiens. Le premier, c'est l'accélération aussi des paiements, la partie innovation et le fait que les commerçants doivent s'adapter. Et ça doit se refléter aussi d'une certaine manière au sein de l'organisation interne pour s'assurer que répondent bien aux besoins. Et après, cette partie justement communication, évangélisation, partage, c'est lié. Et on va commencer la deuxième partie de notre table ronde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus bien sûr, sur un peu la gouvernance efficace et aussi faciliter le processus de prise de décision. Quand on travaille, nous, avec des marchands, après il y a différentes organisations internes, différents niveaux de maturité, on insiste toujours sur le fait, comme tu le faisais remarquer Vincent et aussi Cécile, de mettre les différentes personnes autour de la table, avoir peut-être une comitologie, peut-être même jusqu'au C-level, une partie opérationnelle, parce que, comme tu le dis, il y a les chiffres, on regarde des chiffres, mais derrière des chiffres, il y a des réalités. Il y a des parcours clients, il peut y avoir des problèmes IT. Si la finance ne comprend pas les contraintes IT qu'il y a, ou l'IT se dit mais non, mais là, eux, ils sont super simples à intégrer et autres, mais il n'y a pas la partie coût, c'est un équilibre à trouver et qui comprennent un peu les problématiques des autres. Alors, justement, quand on parle de gouvernance mise en place des groupes, Cécile, si on continue avec toi, quelle est un peu la gouvernance que vous mettez en place au sein d'Orange ? Donc vous savez que voilà, Orange, c'est grand, c'est vaste, aussi sur la partie Orange France. Donc au niveau paiement, nous avons la chance d'avoir un collectif agile. C'est-à-dire que toutes les semaines, on se retrouve, on examine les projets, il y a tous les métiers liés au paiement.
Il y a la direction du marketing, il y a la finance, il y a la fraude. Voilà, on regroupe toutes les parties prenantes du paiement et il y a la possibilité de dire OK pour le projet, pas OK pour le projet. Et finalement, ce collectif agile et finalement répond à un besoin stratégique. On a des objectifs. En quoi le paiement répond aux objectifs stratégiques, en quoi le projet répond aux objectifs stratégiques, et c'est comme ça qu'on fonctionne au niveau de l'organisation, on va dire, opérationnelle. Vincent a parlé de communauté. Effectivement, il y a une communauté paiement. Cécile, je me permets d'interrompre avant la partie communauté, parce que une réunion hebdomadaire, c'est génial. Après, il faut s'en occuper, planifier un ordre du jour, suivre les décisions, préparer, faire le suivi. C'est toi qui t'en occupes ou comment ça se passe ? Alors, il y a un Lean Portfolio Manager qui s'occupe finalement de l'organisation du budget, des projets, des décisions prises, qui rapporte à la direction financière. Et c'est comme ça qu'on suit finalement le projet et le domaine paiement. Merci. Je te laisse continuer avec la communauté. On parlait de pouvoir, embarquer l'ensemble des parties prenantes et pas que. Donc, nous sommes en lead côté Orange France sur une communauté paiement qui regroupe aussi d'autres filiales d'Orange, telles que Orange Business Service, qui produit des services de paiement, telles que WHA, qui produit également des services de paiement, mais également Orange Innovation, où ils font de l'exploration et de la recherche. Il y a également Orange Money, Europe. Feu Orange Bank, puisque vous connaissez les actualités. Mais il y a également la fraude, la comptabilité. Je trouve ça pas mal. Et finalement, les accultures au sujet du paiement, aux nouveaux enjeux du paiement. Et on fait intervenir des personnes qui ont des domaines d'expertise pour expliquer des problématiques et qui puissent s'ouvrir. Et on fait également des ateliers et ce genre de choses. Et en complément, dans la continuité de la communauté paiement, les partenaires paiement qui utilisent et qui mettent à disposition des expériences de paiement auprès des clients ont décidé de créer un incubateur d'expériences de paiement. Ça veut dire qu'il y a une équipe qui est dédiée côté Orange Innovation pour faire des benchmarks, pour tester pour d'autres entités telles que Orange Business Service, telles que Orange France. Et Orange France est sponsor de cet incubateur d'expérience de paiement. Donc chaque entité peut l'utiliser. Donc vous voyez qu'il y a une organisation finalement qui se crée, une centralisation, un rapprochement qui se crée au niveau du paiement au niveau Europe. Merci Cécile. Et pour peut-être partager aussi un peu de chiffres, il y a combien de personnes au sein de la communauté ? Il y a combien de personnes aussi qui travaillent au sein de la partie innovation ? Au niveau de la communauté paiement, il y a environ 70 membres d'une vingtaine d'entités. Donc chaque entité est représentée par 1 à 2 personnes. L'année dernière, on a eu la chance d'intégrer les autres pays d'Europe, maintenant qui participent et qui s'acculturent avec nous. Donc débuter, une réflexion commune sur le paiement échangé, c'est un bon point de départ. Et au niveau de l'incubateur d'expérience de paiement, il y a 7 personnes qui travaillent sur différents use cases toute l'année. Donc il y a des enterprise architectes, il y a des développeurs et il y a un chef de projet qui lead toute cette équipe côté Orange Innovation. Et en plus, on a le soutien d'Orange Innovation également pour la partie recherche qui nous alimente sur le futur du paiement. Je sais que pour parler avec différents commerçants, il y a pas mal de commerçants qui voudraient bien être dans la situation avec 7 personnes qui peuvent travailler sur l'innovation dans les paiements. Mais après, c'est bien sûr à l'échelle du groupe Orange, qui est un groupe international et un très grand groupe français. Vincent, je vais voir avec toi, en termes de gouvernance au sein de Kering, comment est-ce que vous structurez ? Parce que comme on le disait, il y a Kering en centrale, différentes parties prenantes, il y a les maisons, donc ça fait aussi un ensemble complexe à prendre en compte. Ouais, totalement. Alors du coup, en plus, nous, on a à la fois la responsabilité des activités de définition de la stratégie, mais aussi les activités de suivi des partenaires et d'entretenir la relation. Donc on a aussi leur run au quotidien. Donc on va avoir plusieurs weekly avec les différents départements, que ce soit le digital pour le e-commerce, que ce soit la tech pour la partie in-store. Donc là, on a des weekly où en gros on échange même au quotidien
via Teams, via d'autres canaux de communication, sur tous les problèmes qu'on peut avoir. Et nous, on est là aussi pour les escalader au niveau des prestataires pour pouvoir trouver un fixe le plus rapidement possible. Ensuite, et sur les weekly, c'est vous justement qui prenez le lead sur les sujets, l'agenda, le suivi, ou c'est avec vos collègues Non, effectivement, c'est plus un lead qui est pris directement par les équipes, je veux dire, vraiment en pilotage du run. Donc, qui pilotent le run et voilà, qui suivent et qui mettent en place ces weekly et qui tiennent l'agenda derrière. Et du coup, qui nous poussent de savoir où est-ce qu'on en est par la suite. Voilà, c'est un peu nos maîtres d'ordre. Ouais. On a des réunions toutes les semaines en fait. Désolé. Non, mais c'est au contraire, si vous avez besoin. Okay, non, toutes les questions sont bonnes à prendre et c'est toujours intéressant de s'assurer qu'on comprend bien et qu'on a des clarifications. Merci de l'autre question. Mais voilà, on a même aussi des réunions hebdomadaires avec le service des achats parce qu'on est aussi en renouvellement de contrat et donc on fait aussi intervenir les achats du groupe. Donc voilà, on a vraiment une comitologie en fait de réunions avec les différentes équipes. Et du coup, en fonction des différents sujets, vous demandez de temps en temps une partie légale, une partie achat, une partie conformité de venir pour parler de certains sujets. Et... Ouais, exactement. Et après, par la suite, en fait, on a aussi des réunions mensuelles, donc avec un plus large spectre et la partie management des différents services pour lequel là, on fait un peu le bilan de ce qui s'est passé sur le mois et des points positifs, des points négatifs. Par contre, pour tous les grands projets monétiques, pour le coup, là, on doit avoir l'approbation du top management, donc de la CFO du groupe, du CTO du groupe. Et là, on a un comité d'investissement en fait tous les 3 mois qui passe. Et donc voilà, on a des sessions. Si on doit aller pitcher quelque chose, c'est à ce moment-là. Alors là, tu parles beaucoup du groupe. De quelle manière aussi vous impliquez les maisons? C'est dans le comité d'investissement, il y a des CFO des maisons ou alors, c'est un autre organe dédié? Non. Avant d'aller au comité d'investissement, il faut avoir pitch aux maisons. Il faut avoir l'aval des maisons ou de certaines maisons pour pouvoir aller au comité. D'accord, donc c'est un processus à différentes étapes avec une discussion avec les maisons et un interne et puis après, monter en gamme. Justement, on parlait du suivi des décisions. Le sujet de la prise de décision, c'est toujours un petit peu problématique. Je parlais à certains commerçants là, sur le salon, que ce soit des payment managers actuels ou nouveaux, changer de prestataire ou commencer des nouveaux projets. Ça demande une discussion avec différents départements. Il y a un travail de fond pour fédérer et motiver les équipes. Au sein de Kering, si on continue avec toi, Vincent, comment est-ce que vous faites pour faciliter le processus de prise de décision? Parce que d'une certaine manière, ce que vous essayez de faire aussi, c'est d'apporter de la cohérence au sein du groupe. Nous, on travaille avec des groupes qui le font bien, d'autres qui étaient un peu moins structurés. Ce que je dirais, c'est un petit peu une pure paiement. On a intégré un prestataire ici, on a développé une expérience client et après, on se retrouve avec un hydre, 19 têtes et c'est difficile d'avoir le contrôle du paiement, la visibilité sur la data. Donc du coup, je vais te poser la question, comment est-ce que vous facilitez le processus de prise de décision? Et puis après, est-ce que tu as peut-être des conseils ou des meilleures pratiques aussi également à partager? Alors nous, actuellement, on a une pieuvre à 120 têtes. Donc voilà, et donc on a vraiment un objectif de limiter un peu ce nombre de prestataires. Donc après, Cécile l'expliquait très bien, effectivement, la vulgarisation est très très importante au sein des maisons, au sein des différentes équipes. Parce qu'en fait, ça aide vraiment pour la prise de décision. Parce qu'une fois qu'on a le collectif et qu'au final, on a réussi à valider auprès des différents stakeholders, différents sponsors, ça nous aide énormément pour avoir la validation du top management sur un projet monétique où, quand je parle de projet, c'est vraiment un projet de remplacement qui impacte à la fois nos sales associates, donc nos vendeurs en magasin, mais aussi la finance, la partie compta, parce qu'il y a la réintégration d'un fichier de règlement pour la réconciliation dans le SI. Mais à côté de ça, on a tous les guides de formation pour les vendeurs à retravailler. Enfin voilà, il y a toute une partie du conduite du changement qui va être importante à prendre en compte.
Et pour que ça se passe bien, il faut qu'on ait l'aval de tout le monde. Et impliquer les différentes équipes, comme tu disais, conduite du changement depuis le début. Après, ça facilite, en fait, comme tu dis, ça fédère un peu les équipes, le groupe, pour avancer ensemble dans la bonne décision. Parce qu'on sait très bien qu'aussi que dans les grands groupes, de temps en temps, il peut y avoir des visions différentes et avancer de manière ordonnée et pas avoir de personnes qui doutent ou trop, parce qu'il y en aura toujours, mais c'est créer un aussi important. collectif et même créer de la concurrence entre entités. C'est ça, le collectif, ça sert aussi à ça, les communautés. C'est vrai. D'ailleurs, si on continue avec toi, Cécile, en termes le processus de prise de décision, comment est-ce que vous organisez au sein d'Orange France? Et est-ce que tu as aussi peut-être des meilleures pratiques ou des conseils à partager? Imaginez donc une communauté paiement où on parle de sujets d'avant-garde et puis 2 ans après, présentation d'un sujet en collectif agile. Ceux qui sont autour de la table en ont parlé, on a entendu parler 2 ans avant de ce sujet-là. Ils se sont dit pourquoi Orange fait pas? Alors que finalement, dans la communauté, on a présenté un sujet d'anticipation, ça arrive sur la table dans le collectif agile. Là, ils disent oui, pourquoi pas? Donc dans ce collectif agile, il y a on va dire un portefeuille de projets ou des idées de projets. Et ensuite, ça passe à l'étape est-ce que vous êtes OK pour qu'on puisse étudier le projet? Donc, le collectif agile qui a été acculturé dans la communauté paiement, s'il n'y avait pas eu, peut-être qu'ils auraient dit non, je ne vois pas l'intérêt. Là, ils sont acculturés. Ils ont déjà le but du collectif agile, c'est de répondre à la stratégie et aux indicateurs. Donc voilà, il y a le match des deux. Donc, dans ce collectif agile, il y a le droit de vote. Dire OK, je suis OK pour que le projet puisse avancer. Le projet aussi s'arrête ou mettre des réserves au projet. Et donc finalement, chaque responsable de projet arrive devant ce collectif agile à chaque étape. Est-ce que je peux l'envisager? Est-ce que j'ai le droit de le mettre en place? Oui, non. Est-ce que je peux le lancer? Le projet est lancé, le projet est finalisé avec des KPI de finalisation du projet. Et donc il passe devant cette instance qui a bien sûr le budget et qui donne ce budget en fonction des objectifs stratégiques. D'accord, donc présentation du budget, vote aussi aux différents des parties prenantes, comme ça permet de donner aussi chacun peut donner son avis, son opinion, et après voter pour les projets. Donc ça c'est intéressant, c'est pas forcément toujours dans tous les groupes comme ça, mais ça permet aussi d'avoir une gouvernance claire aussi pour l'ensemble des parties prenantes. On va commencer la troisième partie de notre discussion. Et un des sujets que je trouve toujours très intéressant, même fascinant, c'est quelle est la manière dont les paiements peuvent soutenir la croissance des entreprises. De temps en temps, si les paiements, l'organisation paiement est un peu plus du côté finance, trésorerie, il y a un aspect coût qui est important. Ça, c'est clair qu'il y a une relation prestataire-client. Ceci étant dit, il y a aussi la manière dont les paiements peuvent soutenir la croissance, que ce soit en termes d'expérience client, en train de regarder les datas, de nouvelles expériences et de nouveaux parcours clients. Donc si on commence avec toi, Vincent, comment est-ce que au sein de Kering, vous positionnez les paiements pour essayer de soutenir la croissance de l'entreprise et des différentes maisons avec lesquelles tu travailles? Alors nous, en fait, dès qu'on a un projet paiement, c'est une décision groupe. Donc en fait, on définit un corps modèle parce qu'on estime que ce corps modèle, il va apporter à la fois une nouvelle expérience client quand on met le tap to pay en iPhone pour un paiement ultra mobilité en magasin. Que ce soit quand on définit et qu'on fait un appel d'offres pour changer un prestataire de paiement, sur la partie terminaux principalement, on a aussi la sécurité avec nous. Ça nous permet aussi de revoir avec les maisons le nombre de terminaux qui sont déployés en magasin. Donc on a un listing et ça nous permet de redéfinir en fait avec les maisons une nouvelle stratégie sur les parcours. Et de pouvoir mieux repositionner le terminal fixe, le terminal mobile, le tap to pay. Et du coup, par rapport à ça, on voit on a réduit notre nombre de terminaux de paiement en magasin. Donc, indirectement, si on réduit le nombre de terminaux, on a aussi une économie d'échelle. À côté de ça, le fait qu'on travaille aussi au niveau du groupe avec les maisons et que les maisons sont affiliées à notre projet, on est dans une industrie de volume, du coup on apporte beaucoup plus de volume dans la négociation. Donc du coup indirectement on a aussi cette partie-là.
Voilà, c'est un peu les sujets où on voit qu'au final, on apporte de la valeur sur le fait d'avoir toutes les parties prenantes pour pouvoir négocier avec les fournisseurs, les prestataires, apporter de la valeur à la fois aux clients sur l'innovation. Du coup, ça, on a une satisfaction aussi de nos vendeurs en magasin, parce que plus le paiement passe facilement, plus il est content. Parce que la rupture, c'est compliqué à gérer. Et à la fois côté finance, parce qu'on va aussi simplifier la partie réconciliation et intégration des fichiers derrière, vu que c'est un corps modèle. Entre guillemets, notre équipe de comptables en Asie, aux US et en Europe a le même modèle. Donc c'est le même processus derrière. Donc c'est les mêmes guides opérationnels. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu partages, c'est faciliter un petit peu la vie, le travail, l'expérience des clients internes, que ce soit les vendeurs, la comptabilité, finance, trésorerie, accès aux data, mais aussi bien sûr l'expérience client externe et fédérer ça au sein d'un grand groupe. Cécile, au sein d'Orange France, comment est-ce que tu positionnes les paiements pour que ça se soutienne la croissance du groupe ? Je serais tentée de dire ce qui est plus difficile, c'est finalement de faire croire au top management que le paiement peut être justement soutenir la croissance. Parce que finalement, il y a une vision financière avec juste une étape qui est, de toute façon, le client va payer, il va payer. Non, finalement, c'est plus compliqué. Donc, je vous expliquais que le paiement est totalement omnipotent. Quand on voit finalement que différentes études, que 44 à 55% des clients abandonnent le parcours paiement s'ils n'ont pas le bon moyen de paiement, moi je trouve que c'est totalement dingue. On arrive à un moment justement de bascule où les chiffres sont là. Quand on voit les volumes d'Orange, en termes de paiement, on sait qu'il y a justement cette possibilité de croissance. On est au sein de la direction expérience paiement, donc forcément en termes de satisfaction client. Et moi-même, je le vis au quotidien en tant que client. L'année dernière, ça a été la première fois que j'ai abandonné un parcours sur le e-commerce parce que je n'avais pas mon beau moyen de paiement et je n'avais pas envie de sortir ma carte bancaire, donc de me lever de mon canapé. On en vient finalement à une sorte de paroxysme où je crois en l'importance effectivement et à la croissance liée au paiement et tout particulièrement à prendre en compte l'ensemble de la chaîne de valeur du paiement, que ce soit de l'acceptation jusqu'à la mise en comptabilité. Et c'est ça que je juge très important, c'est qu'il y a des zones d'optimisation qui sont juste énormes pour une entreprise et une organisation. Et cette optimisation, justement, elle se décline sur chaque étape de la chaîne de valeur du paiement, que ce soit sur le front-end, sur le e-commerce, m-commerce, jusqu'à la partie comptabilité ou réconciliation, parce que s'il y a des processus manuels, typiquement, on peut essayer de les automatiser au maximum, et après, ça dégage du temps pour les collègues, pour se concentrer sur d'autres choses, comprendre les datas ou traiter d'autres sujets. Il y avait une question que je voulais vous poser, si on commence avec toi, Cécile. C'est bon, on a parlé que les paiements sont importants. Par contre, ce qui est toujours plus difficile, c'est la quantification des bénéfices. Est-ce que vous êtes arrivé à quantifier l'importance des paiements en termes de satisfaction de clients internes ou de clients externes et potentiellement de chiffre d'affaires additionnel ? Donc tous les 2-3 ans, nous réalisons donc une grosse étude du comportement client chez Orange. On attend quand même un certain laps de temps, pas trop non plus, pas 10 ans au vu de l'accélération, mais justement pour voir quelles sont les évolutions, taux de notoriété, taux d'utilisation, est-ce que j'envisage d'utiliser, qu'est-ce que j'attends, sachant qu'il y a toujours des attentes qui sont différentes vis-à-vis d'Orange que d'autres opérateurs téléphoniques, au vu du prix et de la qualité du service. Et au niveau de la mesure,
Donc on a cette photo tous les 2-3 ans, et en plus, justement, c'est l'objectif de l'incubateur d'expérience de paiement. Donc je rappelle, chaque entité d'Orange a la possibilité de tester des use cases avec cette équipe dédiée en avant-garde, et à la fin, on a un test et on a la mesure. Donc je vous avoue que c'est plus facile d'arriver devant le collectif agile pour demander une décision quand on a les chiffres, on connaît le taux de transfo. On sait si, je donne un exemple, si c'est en boutique physique, si les vendeurs se sont appropriés, est-ce qu'ils sont contents? Parce que si on fait un test et qu'à la fin, le vendeur boutique commence à dire ça sert à rien de développer, parce que s'il n'a pas compris le principe, il le fera jamais. On ne va pas dépenser des centaines de milliers d'euros pour quelque chose que le vendeur ne va pas utiliser. C'est juste un exemple. Donc vraiment, c'est le but de l'incubateur d'expérience de paiement. À la fin, on a une valeur et on sait si on peut lancer ou pas. Donc ça veut dire qu'on n'engage pas des équipes à commencer à faire, on va dire les équipes réelles qui lancent les projets. On ne les engage pas. On les engage qu'à partir du moment où on sait qu'on a de la valeur grâce à l'incubateur d'expérience de paiement. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a d'une certaine manière avec l'incubateur, ça fait un peu un mode pilote pour valider l'expérience client externe, aussi le vendeur, parce que si le vendeur veut pas utiliser ou est réticent, derrière elle ne sera pas utilisée ou ça ne portera pas les bénéfices attendus. Oui, et puis même on a justement ce retour d'expérience où on peut passer devant le collectif agile entre ce qu'on a testé et finalement la décision qu'on prend pour mettre en place, elle peut être un peu différente. On peut avoir d'autres leviers qu'on n'avait pas identifiés à la base, mais grâce au POC, là on se dit faut modifier le projet. Ça permet d'iterer, d'améliorer et puis après d'aller dans la bonne direction. Vincent, au sein du groupe Kering, est-ce que vous êtes arrivé un peu à quantifier la satisfaction des clients internes, externes, et puis aussi un chiffre d'affaires potentiellement additionnel ? Non, alors c'est une très bonne question. Ouais, effectivement, nous, on a tous les ans, on essaye de faire un peu une enquête auprès des boutiques, plus sur les boutiques que sur le e-commerce, au niveau des vendeurs, et de savoir s'il y a des choses qui vont pas. En fait, on est plus à la recherche de savoir si ça va pas. Parce qu'au final, s'il n'y a pas de bruit, c'est que ça va. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Et à côté de ça, nous, on a un énorme projet parce que là, on est en train de remplacer en fait toute notre solution de paiement magasin par un fournisseur dans 29 pays dans le monde. Du Japon aux États-Unis, en passant par l'Europe, Hong Kong, Singapour. Donc là, par contre, en interne, on voit très bien et on arrive à quantifier la satisfaction interne parce que pour le coup, là, on est en train de vraiment d'industrialiser l'ensemble des processus au niveau des guides de formation, au niveau de la comptabilité, au niveau du support, du helpdesk. Parce que vu qu'on aura le même fournisseur, qu'on a les mêmes terminaux de paiement, on a les mêmes parcours et les mêmes usages. Ce qui va être différencié, c'est les moyens de paiement. Donc ça, c'est vraiment juste un spécifique par pays sur lequel on va intervenir dans les guides de formation pour les vendeurs et un peu en comptabilité, parce que c'est autant d'heures à mettre en place. Mais là, clairement, on a fait une économie assez grosse parce que du coup, en gros, le groupe travaille sur le même modèle dans 29 pays. Pour ces magasins. Donc voilà. Donc c'est une optimisation importante. Alors le temps passe vite. Est-ce que vous avez des questions avant de peut-être d'aborder les priorités paiement ? Alors rapidement peut-être juste parce que le temps passe vite et je trouve que notre échange est très intéressant. Si vous partagez un peu les priorités, les chantiers paiement que vous souhaiteriez mettre en place dans les prochaines années, Vincent, si on commence par toi au sein de Kering, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place ? Ouais, alors nous on a deux grandes stratégies, enfin deux grandes lignes directrices, qui est d'abord la mise en place d'une infrastructure assez homogène en fonction des canaux de vente. Pour centraliser les flux et homogénéiser en fait les processus. Voilà. Sur la partie in-store, là on est en plein dedans, donc on est en plein déploiement. On a commencé en juin l'année dernière, on finit en décembre cette année. Donc on a vraiment l'implication d'énormément de ressources et d'équipes pour cette accélération en fait, de transformation. C'est une vraie transformation. Voilà, ça c'est vraiment la partie in-store. Sur la partie e-commerce, on a plus en tête de vouloir garder de la flexibilité et de l'agilité parce qu'on est vraiment sur des parcours à plusieurs dimensions. C'est pas la partie in-store où le paiement doit aller à la fois très vite, ça va être très transparent, le client. Voilà, on a des grands mots comme ça. Sur le e-commerce, on a plusieurs intervenants et là, on est plus sur une optimisation du flux, d'essayer d'aller chercher la meilleure route pour travailler le taux de conversion.
entre guillemets, on n'a pas le vendeur qui est présent pour accompagner le client. Donc du coup, c'est indirectement, on doit trouver des solutions pour que la transaction passe le mieux. Voilà, c'est un peu les deux grandes... Merci, c'est vrai que l'expérience client dans le luxe est vraiment très importante en magasin, et dans l'e-commerce, il faut réfléchir et penser l'expérience client de manière différente. Cécile, au sein d'Orange France, quelles sont un peu les priorités et chantiers paiement que tu souhaites mettre en place dans les prochaines années? Je partage avec Vincent, on est toujours à chercher j'allais dire, plus d'agilité et plus de contrôle, de supervision sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Voilà, de manière globale. Après, si j'avais un rêve, c'est de trouver des use cases avec l'IA. Tout particulièrement, je me dis qu'il y a des choses à faire, des domaines d'application sur le domaine du paiement. Et je pense qu'il y a encore des évolutions qui arrivent sur le paiement. Il faut s'y préparer. Il faut déjà s'organiser, se structurer justement pour poursuivre et prendre en compte aussi les contraintes géopolitiques potentielles et sécuriser le paiement. Oui, accessoirement. Mais du coup, je pense que l'aspect que tu as mentionné sur la partie IA, de plus en plus, on essaie, en parlant avec des commerçants, des acteurs dans l'écosystème des paiements, d'avoir essayé d'une personnalisation du parcours client et proposer soit le bon moyen de paiement, soit la bonne expérience de paiement pour que ça corresponde vraiment à ses besoins personnels. Et ça, je pense que c'est important également. C'est la transparence. C'est réussir à s'adapter au maximum et que pour le client, il n'y ait vraiment aucun effort. Ça, je pense que ça conclut bien notre table ronde. Essayer de faire zéro effort et se concentrer un petit peu sur les clients internes, clients externes et faciliter le paiement. Alors, si vous devez aller ou si vous avez des rendez-vous, n'hésitez pas. On comprend. Est-ce que vous avez une ou deux questions à poser ou pas? Alors, j'ai trouvé ça fabuleux. Entre les clients les plus anciens et les clients les plus jeunes, on passe de 3 à 7 moyens de paiement utilisés. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une accélération en termes d'utilisation, mais il y a aussi une multiplication des expériences de paiement qu'il faut proposer aux plus jeunes. En fonction de ce qu'ils veulent faire, il faut leur mettre à disposition. Alors, dans les propositions, il y a bien sûr les systèmes de cagnotte, de cartes cadeaux, codes cadeaux. Mais voilà, on avait fait la liste à l'après-vert. Et on voit que les plus jeunes, ce sont un peu les Huggy, les bons tuyaux, pour une référence un peu plus ancienne. Huggy, les bons tuyaux, mais voilà. À chaque parcours, ils adaptent leur parcours, le produit, qu'est-ce qu'on doit leur proposer à ce moment-là. Et vu je reviens toujours au pourcentage, 44 à 55% des clients abandonnent leur panier s'ils n'ont pas la bonne expérience de paiement. Donc quand on arrive à cette complexité-là, c'est pour ça que on termine par parler de personnalisation, d'IA, voilà, il y a quand même une réflexion à mener là-dessus. Merci Cécile. Merci à tous d'avoir été réveillés et disponibles ce matin. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et puis je vous souhaite une bonne fin de salon à tous. Et merci Vincent et merci Cécile. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.